Bonjour à tous, ce matin j'ai participé à un live de Nadia Richard sur Twitch pour quelque chose qui n'avait rien à voir avec la philosophie, mais comme j'ai parlé de moi, on m'a posé des questions forcément sur la philosophie et sur la philosophie de l'art en particulier, puisque si j'ai parlé de moi, j'ai parlé de philo, forcément. Et donc j'ai décidé que j'allais faire une petite vidéo pour répondre à ces questions-là, et c'est pas plus mal que ça apparaisse sur ma chaîne. Ça permet de répondre, enfin de vous parler un peu plus de mes études, enfin sans faire directement de compte rendu, de dissertation que j'ai pu faire sur certains problèmes, etc. Mais plus généralement, vous parler de qu'est-ce que je fais en philo de l'art, quoi. Parce que c'est vrai que souvent les gens se posent la question. C'est une chaire récente à la Sorbonne. Ça fait un siècle seulement qu'il y a une chaire de philosophie de l'art à la Sorbonne, mais ça ne veut pas dire qu'on a commencé à réfléchir philosophiquement sur l'art il y a un siècle seulement, bien évidemment. Donc je voulais commencer par vous rappeler le nom d'une chaîne YouTube d'un prof de philo que je vous conseille, qui s'appelle En classe de philo. C'est un professeur qui met sur YouTube, dans un format de podcast, les cours qu'il fait à ses élèves, où il donne des sujets assez originaux pour les entraîner, enfin pour leur montrer que la philo c'est bien concret et que c'est le traitement philosophique d'une question qui compte plus que le sujet qu'on traite. Voilà, et donc première question, on m'a demandé mes mouvements philosophiques préférés. Alors mes auteurs préférés, vous le savez un peu si vous me suivez depuis un petit moment, c'est Bergson, Jankélévitch, c'est beaucoup Camus, ce sont beaucoup les philosophes du temps, de l'expérience vécue généralement, donc forcément du temps, de l'amour. Voilà. Et sinon, en termes de vraiment d'école, de mouvement de pensée, je suis assez, d'une part, stoïcienne naturellement. Donc le principe stoïcien, c'est ne pas dépendre de ce qui ne dépend pas de soi. Les stoïciens prenaient l'exemple du climat, il ne faut pas dépendre de votre bonheur du fait qu'il fasse beau ou non demain, parce que ça ne dépend pas de vous. Aujourd'hui ça a changé évidemment avec le dérèglement climatique qui dépend en partie de nous, donc le temps qu'il fait dépend de nous maintenant, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Mais donc je suis assez naturellement stoïcienne, c'est-à-dire que quand les choses ne dépendent pas de moi, elles ne me touchent pas. C'est même pas que je rationalise en me disant bon écoute je peux rien y faire, voilà. Non, c'est que vraiment ce qui ne dépend pas de moi ne m'affecte pas vraiment. Mais c'est une philosophie qui peut paraître assez dure parce qu'évidemment vous perdez un proche, la mort de cette personne ne dépend pas de vous, vous êtes censé donc ne pas en éprouver, en tout cas plus qu'il n'en faut, de tristesse. Donc c'est une philosophie qui peut paraître assez difficile mais qui en réalité par sa logique est assez finalement intuitive, je trouve. Surtout si on s'habitue à penser de cette manière, ensuite il y a des chances qu'on finisse à ressentir de cette manière. Mais sinon, en termes plus humanistes, par exemple, je suis universaliste, y compris dans mon féminisme, par exemple. Donc vous pensez bien que j'ai un peu de mal avec le fait, par exemple... Alors il y a plusieurs choses. Bon, déjà avec... tout ce qui peut être réunion en non-mixité, etc. Je comprends l'intérêt des réunions en non-mixité, notamment en fait pour des groupes de parole. Hein, je comprends que et puis que je sais de quoi je parle. Je comprends que on puisse avoir du mal, par exemple en tant que femme victime d'abus, d'en parler face à des hommes. Mais bon, évidemment, les hommes peuvent aussi être victimes. Et ce qui compte, c'est quand même cette expérience commune. Peu importe, et surtout la non-mixité en manifestation, par exemple, avec des cortèges qui doivent être dans tel ordre et pas tel autre. Je ne trouve ça vraiment pas bon, quoi. Parce que les réunions en non-mixité, c'est pas des groupes de parole, justement, en fait, ce sont plutôt des réunions, en général, faites pour réfléchir aux solutions possibles. Sauf que ce genre de problème concerne la société entière, donc il n'y a pas de raison de faire des réunions en non-mixité. Voilà. Pareil, le fait de dire si vous êtes un homme, vous ne pouvez pas parler du féminisme, si vous êtes une minorité ethnique, vous ne pouvez pas parler du racisme. Enfin, non, c'est l'inverse, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas parler du racisme. Bon, bref, c'est... Forcément, je trouve tout ce genre de discours assez absurde. Et sinon, on peut dire que je suis aussi relativement familière avec l'existentialisme sartrien, qui consiste à dire l'existence précède l'essence, ce qui signifie que
qu'on ne peut pas rejeter sur les circonstances, qu'on ne peut pas rejeter la faute de ses propres échecs sur les circonstances. Sartre cite l'homme de mauvaise foi qui dit en fait je suis un très grand écrivain, ça c'est dans son texte qui s'appelle L'existentialisme est un humanisme. Je suis un très grand écrivain, je n'ai juste jamais eu l'occasion, le temps d'écrire, mais en fait je suis un grand écrivain. Mais non, parce que tant que tu n'as pas fait, tu ne l'es pas. Désolée pour ce son. Voilà, c'est tout simplement ça en fait. Tant que ça n'existe pas, c'est-à-dire exit, c'est sortir de. Donc tant que ça n'existe pas dans le monde, non, tu n'es pas telle chose. Tu commets des actes mauvais. Si tu commets uniquement des actes mauvais, si tu es mauvais ou tu es aussi mauvais. Tu ne peux pas dire que tu es ce que tu n'as pas fait. C'est un peu l'idée. Et donc forcément j'ai un peu de mal aussi avec tous les discours, et là je sais plutôt le côté camusien, mais finalement c'est là où Sartre et Camus se retrouvent, en tout cas à une certaine période de l'histoire. J'ai du mal avec les discours qui, bon, d'une part qui justifient la violence, oui mais c'est toujours ça en fait, qui justifie la violence commise par la violence subie, et qui décrète même de la violence commise qu'elle serait forcément proportionnelle à la violence subie. Donc si des jeunes brûlent des voitures par exemple, et ben en fait c'est la faute du système qui est violent avec eux. Bah non, je suis désolée. Voilà, chacun est responsable. En fait, je suis assez proche des mouvements philosophiques qui placent la responsabilité individuelle au premier plan, la philosophie de la liberté, y compris quand il s'agit de Spinoza qui dit qu'il n'y a pas de libre arbitre, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de libre arbitre? Parce que le libre arbitre, enfin, dire que nous avons un libre arbitre, c'est juste l'expression de l'ignorance des causes réelles qui nous font agir. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que tout est déterminé. Tout a une cause. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de libre arbitre, mais on devient plus libre quand on prend conscience de ce qui nous fait agir, justement. Donc ce n'est pas une philosophie qui se débarrasse de la responsabilité. Et finalement, tous les philosophes sérieux donnent une grande place à la responsabilité individuelle, mais c'est aujourd'hui que cette pensée décroît en popularité, on va dire, je trouve. Voilà. On m'a demandé quels étaient les auteurs fondateurs en philosophie de l'art. Alors, il faut comprendre quelque chose en philosophie de l'art, et pour ça il faut faire un petit peu d'histoire des idées, histoire des concepts. C'est que l'art tel qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas avant le XVIe siècle. Avant, ce qu'on appelait art, c'était les arts mécaniques, c'est-à-dire l'artisanat en fait, finalement, enfin même tous les travaux manuels, donc ce qui était de l'ordre des ouvriers, des artisans, et ensuite des sciences. Les arts, c'était aussi l'astronomie, par exemple, les mathématiques. Et aujourd'hui, les arts, ce sont en fait les beaux-arts. Mais à l'époque, les beaux-arts n'avaient pas de statut particulier et n'étaient même pas considérés comme tels. L'art pour l'art, ça n'existait pas. Les œuvres d'art étaient souvent liées à des théologies, des pratiques religieuses, quelles qu'elles soient. Elles avaient une utilité ou bien pratique ou bien symbolique. Et c'est tout. Il n'y avait pas tellement d'autres places à l'art. Donc les philosophes fondateurs de la philosophie de l'art sont plutôt nés au 19e ou 20e siècle. On peut penser à l'historien de l'art Panofsky, Étienne Souriau, des philosophes plus récents comme Danto, Winckelmann est très important. Ce sont des philosophes assez récents et peu connus donc, parce que c'est dans quelque chose de très niche, mais évidemment ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais réfléchi sur l'art avant le 19e siècle ou le 16e siècle. Platon écrit sur l'art, et on étudie ces textes-là en philosophie de l'art. C'est simplement que la place que ce concept occupe a changé, et également que les questions principales qu'on se pose autour de l'art dans la recherche en philosophie aujourd'hui ont changé. À l'époque de Kant, au XVIIIe siècle, la grande question c'était qu'est-ce que le beau, qu'est-ce que la beauté? Parce que l'art ça paraissait évident que l'art c'était beau. Une œuvre d'art est belle, sinon ce n'est pas une œuvre d'art. Sauf qu'aujourd'hui, une œuvre d'art, ça peut être une banane accrochée à un mur. Et donc, parmi toute cette... Donc déjà, la beauté n'est clairement plus le but de l'art, malheureusement, à mon avis. Et comme il existe
Par contre, la beauté existe toujours en art, Dieu merci, et toutes ces formes d'art coexistent. La banane accrochée au mur et De Vinci. Donc, sont regroupés sous le mot art, sous le concept d'art, des tas de réalités singulières différentes. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est tout simplement qu'est-ce que l'art, qui se posait moins, même, oui, voire pas du tout, avant le XXe siècle. Voilà. Et puis enfin, on m'a posé des questions sur mes loisirs, donc ce n'est pas pour rien que je suis en philosophie de l'art. Je fais beaucoup de musique, je chante, j'ai fait 12 ans de piano classique. Au niveau du chant, c'est plutôt jazz, mais j'aime beaucoup la chanson française et le répertoire lyrique. J'ai fait des claquettes pendant 6 ans, je me suis arrêtée 4 ans et là j'ai repris cette année. D'ailleurs, j'ai un projet de concert avec Rhoda Scott où je vais chanter dans un chœur avec elle et avec d'autres musiciens. Les 2 décembre, 21 janvier et 3 février. Si ça vous dit, vous pouvez taper Rhoda Scott, l'orgue et les voix et vous allez trouver les dates avec les lieux correspondants en région parisienne. Donc voilà, ce sont tous les arts, mes loisirs. Et puis évidemment le cinéma, les séries, mais je suis moins... là c'est vraiment grande amatrice quoi. Donc c'est ça, ouais. Tous les arts... mes loisirs, ce sont tous les arts en fait, quasiment. C'est vrai que je suis quand même moins sensible à la peinture et à la sculpture en revanche. Aussi parce que j'ai été moins éduquée, donc moins sensible, moins sensibilisée. Mais sinon, ouais, tous les autres arts. J'ai même un peu dessiné, donc c'est globalement ce qui me plaît dans la vie. Et dernier livre lu, eh bien, c'était celui-ci. Alors, je suis en train de lire L'aventure, l'ennui, le sérieux de Jean Kelevitch. Et sinon, juste pour la partie aventure, et j'ai fini le 4e chapitre de L'irréversible et la nostalgie de Jean Kelevitch, qui parle beaucoup du temps et de l'improvisation dans ces livres-là. Et puisque je vais faire mon mémoire, enfin que je fais, mon mémoire de M2 sur l'improvisation en jazz, je me suis dit que ça pourrait m'être utile. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou par message privé sur Instagram si vous en avez. Enfin, n'hésitez pas à échanger avec moi parce que des fois YouTube bloque les commentaires et je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire des retours. J'espère que ça vous aura intéressé comme d'habitude. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie.